Entreprendre au service des autres, œuvrer depuis l'amour et l'empathie, prendre soin sans s'oublier dans l'équation, c'est de tout cela dont nous parlons dans cette conversation intimiste avec Chloé Bramy. Chloé est oncologue médicale, docteure en psychologie et fondatrice de Mu-Médecine, la première école de santé intégrative en France pour les professionnels de la santé. J'ai rencontré Chloé il y a quelques mois, lors d'une retraite, et au cours de nos échanges, il m'est apparu évident que nous avions beaucoup de choses à partager. Et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui sur Sensé. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 43 de Sensé et aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Chloé Bramy. Bonjour Chloé. Bonjour Jean. Bienvenue sur Sensé. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast et qu'on ait cette conversation, ce regard croisé aujourd'hui sur nos activités et sur nos passions, nos croyances peut-être. Et je suis très heureuse de t'avoir rencontré il y a quelques mois lors d'une retraite et que cette rencontre ait donné lieu à des échanges passionnants. Et quand on a échangé toutes les deux et qu'on a vu toutes les synergies que pouvaient avoir nos façons de faire, nos façons d'accompagner, de prendre soin. C'est là qu'est venue cette idée d'un podcast. Alors, pour que nos auditrices comprennent pourquoi tu es là aujourd'hui, je pense que ce serait top si tu pouvais te présenter. Qui es-tu, Chloé? Merci Jenny. Je me sens émue, c'est rigolo. Voilà, peut-être que c'est en effet le contexte de notre rencontre ou je sais pas, mais je me sens émue aujourd'hui. Je suis médecin cancérologue de formation depuis maintenant presque 15 ans à peu près. Le temps passe. Et docteur en psychologie. Après mes études de cancérologie, j'ai eu envie d'aller faire de la recherche et d'explorer les liens entre la méditation et le prendre soin et l'empathie. Et donc, j'ai complété par un doctorat. Et depuis 3 ans, je découvre le monde de l'entrepreneuriat. C'est aussi quelque chose qui nous lie. Et j'ai aujourd'hui, deux entreprises, donc Mu-Médecine dont on parlera, et puis je viens d'hériter de la ferme de Divali depuis 1 an. Voilà. Je crois que j'aurais jamais imaginé pouvoir dire que aujourd'hui j'avais deux entreprises, mais voilà, c'est aussi une réalité et tu me permets dans cet échange de le poser. Hmm. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur juste qu'est-ce que c'est Mu-Médecine? Oui, alors Mu-Médecine, c'est concrètement un organisme de formation aujourd'hui. Mais c'est un organisme de formation qui a été pensé comme une école de médecine et de médecine intégrative, c'est-à-dire dans l'intention de faire évoluer nos métiers du soin, donc pour les soignants, et pour permettre d'ajouter, on va dire, à leurs compétences professionnelles acquises en faculté, des compétences en relation avec le savoir-être, l'empathie, mais aussi les pratiques des médecines complémentaires et des sagesses ancestrales. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, il y a deux niveaux de lecture. Il y a vraiment le niveau de lecture administratif, c'est un organisme de formation, et plus largement, je le définis comme une école parce que la philosophie, je peux pas tellement l'enlever de la partie structurelle. Et du coup, un des points justement d'attache, en tout cas de rencontre de nos activités, c'est cet aspect de formation, puisque pour les personnes qui écouteront cet épisode et qui ne me connaissent pas, j'ai fondé et dirige Coach Happy depuis bientôt 8 ans. Tu le disais, le temps passe. Ça me fait tout bizarre de le dire.
que ça fait bientôt 8 ans. Et Coach Happy a pour mission d'accompagner les femmes leaders dans le déploiement de leur leadership et ce, toujours en respectant leur bien-être, qui est un véritable défi dans notre société aujourd'hui. Et donc, notre spécialité, et je dis notre puisqu'on travaille en équipe, c'est vraiment l'accompagnement en coaching. Et nous faisons également de la formation et tout ça en collectif. Donc, ce qui est intéressant et peut-être qu'on aura l'occasion de développer, c'est que en discutant, on s'est rendu compte que finalement, les personnes qu'on accompagne pouvaient parfois avoir des parcours similaires ou alors tout simplement être confrontées à des défis similaires. Donc, je te propose qu'on avance et peut-être qu'on a élaboré ensemble quelques thématiques sur lesquelles on avait envie d'échanger pour vous, chères auditrices. Et donc, la première thématique à laquelle on a pensé, c'est ce qui nous unit, c'est finalement aujourd'hui d'être entrepreneur et de créer au service des autres, que ce soit Mu Médecine, la ferme d'Ivali aussi, et puis Coach Happy. Alors, moi, je suis curieuse parce que tu as quand même un parcours en médecine. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu n'es pas juste oncologue dans un cabinet ou à l'hôpital? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ton activité est multiple? Qu'est-ce qui t'a donné l'élan, en fait, d'en arriver là? Non, ça me fait rire parce que, en effet, qu'est-ce qui fait que je suis pas juste dans mon cabinet à être tranquille, en quelque sorte. Je dis pas que c'est tranquille, mais en effet, toute cette création, voilà, elle est à la fois vitale pour moi et en même temps, c'est un vrai équilibre à trouver. Voilà. Je crois qu'en fait, j'ai pas le choix. Je suis extrêmement inspirée par cette intention de faire évoluer nos pratiques professionnelles au service d'une amélioration de nos manières de soigner la société. Alors on est plusieurs hein, à être engagés sur cette thématique aujourd'hui, ce qui est très soutenant, parce qu'il y a peut-être 20 ans, c'était beaucoup plus difficile de parler de ça. Mais je crois que j'avais besoin d'un truc concret et que les actions qu'on me proposait au sein de l'université ou d'espaces publics n'allaient pas suffisamment loin, voilà, pour les actions mises en place. Et donc, on a créé dans notre formation, on a une formation qui est socle, qui est une grosse formation, hein, qui dure 9 mois, avec 3 semaines immersives, mais qui permet vraiment d'aborder à la fois l'individu, c'est-à-dire le rétablissement, la vulnérabilité du soignant, parfois les questions en effet de santé mentale, de burn-out, et y aller avec douceur aussi et tendresse, et toujours avec de de la théorie, du concret, du scientifique, mais aussi de l'expérience. Voilà, de l'expérience, de la pratique méditative, des temps de parole, d'écoute, voilà. Et puis petit à petit, on va s'intéresser à d'autres manières de soigner, d'autres pratiques occidentales, à ouvrir ce spectre en fait plus large et puis jusqu'à interroger l'écologie, les liens avec l'environnement dans nos manières de soigner, de prendre soin, etc., etc. Donc c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire en fait si je n'étais pas sortie du cadre, en quelque sorte. C'est pour ça que je dis ça, parce que aujourd'hui les formations se font au sein de salles. Nous, on va dans la nature. Donc pour plein de raisons, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et puis ce qui se dessine aussi, c'est de créer aussi une communauté. Probablement c'est ce qui nous lie toutes les deux avec la communauté que tu as avec Coach Happy, parce que en groupe et en collectif, je me rends compte que derrière, on est beaucoup plus fort en fait pour mener des actions qui sont parfois un peu en marge ou pas tout à fait dans la norme. Et du coup, que ce soutien d'une communauté quelle qu'elle soit, en tout cas j'espère de communauté bienveillante, voilà, ça vaut de l'or en quelque sorte. Donc voilà, moi j'ai pas eu le choix en fait. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais depuis que je suis toute petite, voilà, cette médecine intégrative m'obsède un petit peu en quelque sorte. Voilà, je peux peut-être poser ces mots-là aujourd'hui. Ouais. Et toi, comment du coup, voilà, tu as été appelé par ça. Je dirais que
moi, mon histoire, c'était d'abord une envie d'entreprendre et de me libérer, j'ai envie de dire, des carcans de grosses entreprises corporate, puisque mon premier métier n'était pas du tout dans le secteur de l'accompagnement, même si en tant que manager et que membre d'un CODIR, évidemment, j'accompagnais mes équipes. C'était aussi ça, c'était une forme d'accompagnement un peu différente de celle que je fais aujourd'hui, mais qui néanmoins était extrêmement important pour moi et donc m'a permis de me rendre compte que finalement, ce que je préférais dans mon job, c'était plutôt les liens humains et la vision que parfois je pouvais avoir des collaborateurs, des collaboratrices qui n'avaient pas de même, et donc les accompagner à rêver, à se révéler, à vouloir peut-être d'autres choses pour eux, des choses qui leur ressemblent davantage, mettre à profit leurs talents. Et donc, assez naturellement, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, ça, je l'ai toujours un peu fait. C'est ce que j'aime faire et donc pourquoi pas en faire mon métier. Et c'est comme ça que je me suis formée au coaching à l'époque et puis depuis à de nombreuses reprises. Et alors la spécificité de mon accompagnement, c'est que je n'accompagne que des femmes aujourd'hui au service de leur leadership. Et ça a été cet élan, en fait, il était c'était un peu malgré moi, en fait. C'était parce que j'attendais à l'époque ma fille, donc j'étais enceinte de ma fille, et puis ça a donné lieu à beaucoup de réflexions, notamment de réflexions sur ma place en entreprise, sur ma carrière, sur les choix que j'avais dû faire, sur la façon que j'avais eu de devoir prouver, j'ai l'impression plus que d'autres, ma place. Et je me suis dit à l'époque, mais en fait, pas très juste tout ça. Moi, j'aimerais bien que. Et je constatais aussi que les femmes que j'accompagnais avaient tendance à minimiser leur travail, à pas se sentir légitimes, à pas assez reconnaître leur valeur sur le marché, quelque part, de l'entreprise. Et j'avais envie que ça change. Et je me suis rendu compte que le coaching pouvait vraiment faire changer de point de vue et pouvait aussi transformer les comportements. Et donc, c'est ça qui m'a assez naturellement, quand je suis devenue coach et que j'ai monté Coach Happy, qui m'a amenée à accompagner les femmes leaders. Et puis, c'est vrai que je venais de là, donc c'était aussi plus facile pour moi parce que je comprenais bien leurs problématiques. Et en fait, Oui. l'élan, il était féministe, un élan de justice quelque part, et en même temps d'amour des femmes et de conviction que nos organisations, que ce soit nos entreprises, les organisations publiques, les associations, la politique, ont besoin de mixité, plus que jamais, pour avancer. Voilà. Mais je crois que enfin, ça, c'est vraiment un fondamental aussi qui nous réunit et qui probablement réunit beaucoup de personnes, enfin, voilà, d'autres personnes, mais cette idée, en fait, qu'on réveille des lanternes, enfin, c'est-à-dire que ça réveille une pulsion chez les autres, une envie chez les autres, parce que, on va être aussi animé par cette notion de service aussi, hein, en quelque sorte. Et que finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que notre rôle dans les différents espaces, la tenue ou proposée, c'est de réveiller l'élan des autres à agir avec sens et soin et santé, en fait, que ce soit en effet dans une entreprise, dans la manière de soigner. Et tu vois, tu me demandais, moi j'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui se joue. Voilà, Mm. c'est ça qui se joue. Ouais, de réveiller l'élan ou de réconcilier l'élan de vie, en quelque sorte, ou des uns et des autres. Mais j'entends aussi, ça c'est quand même intéressant, c'est que c'est notre passé, c'est-à-dire c'est nos histoires de vie qui nous amènent aussi là où on est aujourd'hui. Et parfois, quand on entend beaucoup de reconversions professionnelles, je trouve, où il y a un moment de la reconversion où on veut faire un peu abstraction de notre passé et tu vois, et se projeter dans un futur. Et en réalité, je me rends compte comme tout notre chemin, toutes nos expériences vont être essentielles pour le présent et pour la suite.
Donc je trouve ça beau Ouais. aussi quand tu dis, voilà, j'ai eu cette expérience, j'ai vu, j'ai ressenti, et du coup, voilà, je peux y aller. Je crois que moi, c'est quelque chose qui a été fondamental, c'est-à-dire d'avoir écouté. Alors j'écoute et j'ai écouté énormément de patients, de femmes en cancérologie principalement, mais j'ai écouté énormément de professionnels de santé sur les 10 dernières années. Et en fait, c'est de cette écoute-là qu'a émergé aussi la compréhension que nous sommes des centaines, des milliers à avoir envie d'autre chose. Et probablement que c'est la même chose pour toi, en fait. C'est cette écoute aussi qui... Complètement. Et plus j'écoute, parce que ce processus ne s'arrête jamais, et plus la question du sens m'apparaît comme essentielle, et de plus en plus aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui finalement porte un leadership à impact chez les personnes que j'accompagne, dès lors que le sens devient évident. Et quand il est perdu, en général, c'est là qu'elle me trouve, on va dire. J'aimerais bien savoir, Chloé, de cette expérience de ces 3 dernières années, quels apprentissages majeurs tu as fait? Ouais, il y en a eu beaucoup. Un apprentissage important, ça a été de me faire confiance. Et en fait, cette pédagogie, je crois que c'est ça qui reste aujourd'hui, c'est cette pédagogie intégrative. On est une vingtaine de formateurs dans nos formations qui avons des backgrounds très différents. Je l'ai un peu rêvé, mais il fallait qu'elle prenne corps, c'est-à-dire qu'elle soit concrète pour pouvoir me dire, OK, est-ce que ça fait sens, est-ce que ça fait pas sens? Est-ce que le processus de transformation, il a lieu, il n'a pas lieu? Et en quelque sorte, bah, il fallait aussi mobiliser des gens qui y croient. Donc l'apprentissage, ça a été quand même de me faire confiance et de dire, OK, en fait, tu peux avoir un rêve et ça peut vraiment se matérialiser et ça peut prendre soin autant des participants que des enseignants. C'est-à-dire, il y a vraiment ce truc de dire, OK, ça vient nous nourrir collectivement. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage, voilà. Et que même quand je suis fatiguée, en fait, quand je vis ces semaines de partage, je ressors nourrie. Donc ça, c'est fondamental. Après, j'ai aussi appris que j'étais pas du tout quand même une entrepreneuse dans l'âme. Je suis une visionnaire, une créative, j'arrive là à un tournant où je sens que je vais avoir besoin de voilà, je le dépose là, je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça fera résonance pour quelqu'un. Je sens que je vais avoir besoin de partenaires parce que j'ai appris que c'était important de rester dans sa force. Voilà. Dans sa lumière, en quelque sorte, dans ce qui est fluide. Voilà. Et donc, je suis une très, très bonne visionnaire créative, mais il y a des choses qui ne correspondent pas voilà, à mes forces. Et on en rigole aujourd'hui avec mon équipe, hein, parce que c'est, voilà, parfois, c'est quand même assez comique. Et ensuite, j'ai appris, la troisième chose, c'est quand même l'humilité, c'est revenu. C'est-à-dire qu'on a souvent nos grandes idées ou les grands projets, et puis en fait, parfois c'est les petites choses qui font la différence, qui sont essentielles, qui voilà vont créer vraiment des choses magnifiques. Et donc ce projet me ramène à ça quand même, à prendre quand même le temps, à continuer d'observer, à pas être tout le temps tout feu, voilà. Donc beaucoup d'humilité quand même dans ce projet. J'essaye de lui donner le temps. Ouais, j'essaye quand même de lui donner le temps. Ouais, merci pour cette question. Que tu dois te poser souvent, je pense. L'humilité, ça me fait penser à... Ça me fait penser, moi, à mon plus gros apprentissage depuis que je suis entrepreneur. C'était, comme j'ai toujours voulu être entrepreneur, parce que moi, je pense que j'avais vraiment ça dans le sang. Ouais, c'est clair. Euh, Alors ouais, non mais ça, je pense que c'est, tu sais, ouais, t'es brune, je suis blonde, il y a un truc comme ça, c'est nos deux. Mais, mais j'avais ça dans le sang, mais en même temps, j'avais personne dans mon entourage très proche qui était entrepreneur. Donc, je n'avais pas d'exemple. Donc, moi, j'avais les images d'Épinal. Et donc, je croyais que l'entrepreneuriat, c'était un jour, paf, ça marchait. Et c'était un chemin, tu vois, une ligne droite, quoi, une autoroute.
Et j'ai vraiment appris que c'était tout sauf une autoroute, que c'était un chemin très sinueux, fait de beaucoup de virages, mais finalement, c'est une très belle route, beaucoup plus belle qu'une autoroute, mais quand même beaucoup plus difficile à emprunter. Et ça m'a forcé à l'humilité, parce que je pense qu'au début, j'étais pas du tout humble. Moi, j'avais de très, très, très grandes ambitions, et d'ailleurs, je m'en cachais pas, c'était vraiment très assumé. Mais je me suis rendu compte aussi que, bon, déjà, c'était pas si facile que ça en avait l'air. Et d'autre part, que ce à quoi je rêvais, finalement, n'était pas ce qui m'apportait le plus de joie. Et que, en réalité, ce qui m'apportait de la joie, c'était là, déjà, dans les relations que j'ai avec les personnes de mon équipe travaille depuis un moment avec moi, dans les relations que je nourris avec les femmes qu'on accompagne. Et en fait, c'est assez beau finalement comme... enfin, je suis très heureuse d'avoir appris ça, même si ça n'a pas toujours été facile au début de réaliser que enfin, ça allait quand même être un chemin assez ardu. Aujourd'hui, ça m'apporte, et je pense que c'est aussi connecté à nos sujets, donc je me permets d'en parler parce que je pense qu'on y reviendra peut-être, mais ça m'aide à être plus présente en fait, à l'expérience, sans attendre que quelque chose de différent arrive que ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup à accompagner les femmes que j'accompagne, parce que parce qu'on est toujours beaucoup dans l'attente de l'après, de comment ça sera mieux demain, et donc les accompagner à cultiver la présence, parce que c'est dans cette présence-là qu'elles peuvent incarner leur leadership de la meilleure des façons, en tout cas d'une façon qui soit vraiment alignée. Donc c'est d'abord passé par mon apprentissage qui a été parfois douloureux, et en même temps qui ne m'a pas empêché aujourd'hui de continuer et toujours avec passion. Mais je crois que c'est la plus grande chose que j'ai apprise. La deuxième thématique qu'on s'était proposé d'aborder, c'était l'amour et le soin, parce que on s'est finalement, en réfléchissant à nos métiers, à ce qu'on faisait, bien, ce qui émerge, il y a à la fois l'amour des gens, de l'humain, et puis il y a l'art de prendre soin ou d'accompagner, selon les visions. Et tu dirais que dans ton métier, en quoi ces deux principes, hein, l'amour et l'empathie, sont des forces incontournables? Oula, c'est une grande question. Une grande question et c'est surtout en fait, je crois, le sujet fondamental. En fait, je vais reprendre quand même un peu par rapport aux études, mais en médecine, enfin, on est tout le temps en relation avec des gens en réalité. Donc on croit que cette écoute ou que cette empathie, elle est innée. Alors c'est vrai, en quelque sorte, on a une empathie qui est innée, mais en réalité, elle s'effrite, elle se perd par la douleur, par la fatigue, par le trop-plein aussi. Et en fait, quand elle se perd, quand on est en quelque sorte dans des relations en manque d'amour et voilà, l'empathie s'effrite. Et en fait, elle nous abîme en quelque sorte. C'est-à-dire que la nourriture intrinsèque aux soins, c'est-à-dire la force qu'on peut avoir quand tu dis avec mon équipe, je me nourris, bah, en fait, avec les gens qu'on rencontre, avec les patients qu'on rencontre, on se nourrit en fait. Et fondamentalement, c'est ça qui est la beauté de ces métiers de relation. Mais en fait, quand on est, ouais, quand on s'abîme, quand on est contracté, pour de multiples raisons, hein, aujourd'hui des raisons qui sont très systémiques, très sociétales, de mode de vie, eh bien, on s'abîme. Et en fait, pendant longtemps, j'ai focalisé, j'ai focalisé ce regard sur les patients. Et puis, à un moment donné, j'ai compris la réciprocité. La réciprocité, ça veut dire qu'en fait, on est toujours deux, trois ou quatre en interaction, tu vois, dans les échanges. Et qu'en fait, cette empathie, on confond souvent, on la définit pas si bien, mais en fait, une empathie adaptée, c'est une empathie dans laquelle on est chacun à sa place et dans laquelle il y a un espace entre deux individus ou deux personnes.
Et en fait, c'est cet espace dont on doit prendre soin. Et en fait, cet espace, en quelque sorte, c'est là où c'est glissant avec la compassion, donc avec l'amour. Cet espace, c'est de l'amour. C'est un espace qui peut accueillir, tu vois, qui peut accueillir nos vulnérabilités, nos fragilités, nos peurs, nos colères, etc. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est transposable partout. C'est-à-dire que oui, évidemment, quand on est dans une relation professionnelle en médecine, mais quand on enseigne, quand tu coaches, quand tu es avec tes collaborateurs, tes collaboratrices, en fait, cet espace-là. Et l'élément, on va dire, beaucoup plus nouveau pour moi, mais qui est important et qui peut-être aussi nous unit, c'est que dans cet espace-là d'amour, il y a aussi la possibilité de venir dire oui, de venir dire non, et donc parfois de trancher aussi, parce que c'est pas en cohérence ni avec l'un ni avec l'autre, et donc ça nous fait évoluer. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui dans mon travail, c'est fondamental, mais attention, c'est pas parce que il y a cet amour et cette empathie que derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de décision, etc. Parce que parfois, j'ai fait un peu, moi, au début, cette erreur de toujours vouloir soigner l'autre, en quelque sorte, tu vois. Et en fait, voilà, d'être à l'écoute, c'est aussi sentir que parfois, on peut dire oui et on peut dire non. Voilà. Mais c'est quelque chose de fondamental. Bon, je sais pas si tu as vu là ce reportage récemment sur le burn-out, comme si on était dans un burn-out tous, quoi, de société. Moi, enfin, j'ai l'impression aujourd'hui que l'enjeu, c'est de ramener de l'amour, et c'est pas bisounours du tout, hein, quand on dit ça, au sein des entreprises, au sein de la vie, en fait, tout simplement. Et c'est un énorme défi parce que, en fait, avant de ramener ça, il y a quand même la conscience individuelle de nos blessures, de nos manques. Et si on prend pas conscience de ça, en fait, on peut, l'amour nous paraît quelque chose de complètement euh, tu vois, girly, pas du tout adapté, quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Oui, ça me parle énormément. Alors, je trouvais ça très intéressant ce que tu disais sur le fait de à la fois apporter et agir depuis l'amour et l'empathie, mais en même temps, ça ne veut pas dire dire oui à tout, ne pas prendre de décision. Je trouve que ça, c'est très important parce que on confond souvent l'empathie, la compassion, parfois avec ce qu'on appelle du people pleasing en anglais, c'est-à-dire vraiment faire plaisir aux gens. Et le people pleasing est un des véritables ennemis du leadership. Donc, c'est un sujet que je traite beaucoup. Et c'est vrai que, notamment, nous, les femmes, on a quand même été socialisées pour faire plaisir, pour prendre soin. Et parfois, on ne sait pas où est la limite, en fait. Quelle est la limite entre l'amour que je donne, l'empathie, et le fait de se perdre, en fait, de plus respecter ses propres limites. Et je pense que dans le soin, ça doit être un vrai sujet. Il est vrai que dans l'activité de coaching, d'accompagnement, alors je pense que les coachs ont tous des manières de faire différentes, mais moi, ce qui m'a toujours porté et aidé à me centrer et m'ancrer, le fait d'être vraiment présente dans la relation, parce que quand on coach, on a besoin d'être extrêmement présente pour entendre, pour écouter, pour questionner. Et moi, je le fais depuis le cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment les fois où, parce qu'évidemment, je suis humaine, je me perds, parce que, je sais pas, il y a une pensée qui est passée, je reviens au cœur. Toujours, toujours, cœur ouvert face à la personne que j'écoute et que j'accompagne. Et ça veut pas dire que va pas y avoir de questions qui challenge, par exemple. C'est pas parce qu'on a le cœur ouvert, qu'on comprend l'autre, qu'on l'écoute, qu'on va pas aussi essayer d'aller chercher peut-être ce qu'il a besoin d'aller chercher ou ce qu'elle a besoin d'aller chercher. En tout cas, le cœur ouvert, moi, c'est ce qui me donne la force et l'envie d'avancer tous les jours. Et c'est quelque chose que je pratique dans mon leadership et dans ma façon de manager mon équipe. Et j'observe que ça marche plutôt bien. Que ça marche plutôt bien de prendre en compte l'autre et que ça permet des relations qui sont plus sincères, ça permet
de révéler les talents des uns et des autres. Et je pense vraiment et sincèrement que notre société en a grand besoin. Et moi, je me réjouis d'accompagner plein de femmes sur la question du leadership qui, en fait, en ont besoin, ont envie d'incarner ça et sont parfois confrontées à la difficulté de l'incarner, soit parce que il y a besoin voilà, de reconnaître ses blessures, tu en parlais tout à l'heure, et ses vulnérabilités, soit parce qu'elles sont dans un cadre qui ne leur permet pas de le faire. Et donc là, c'est vraiment tout notre travail, c'est de voir en fait, comment je peux quand même être moi-même et incarner le leadership que je souhaite, mais tout en étant aussi dans un cadre qui est celui dans lequel je suis et que je ne contrôle pas. Donc, et je crois que ça, c'est un vrai défi. Et quand on aura réussi à mettre un peu plus d'amour dans tout ça, à mon avis, la société ira un peu mieux, je pense. Sera moins en burn-out, comme on l'expliquait ce documentaire que je n'ai pas vu d'ailleurs. Donc, je suis très intéressée. Peut-être tu pourras nous donner la référence. Oui, merci. Et puis, je voudrais juste rajouter que moi, enfin, ce que je découvre, que pour le coup, ça fait pas très longtemps, de management, en prenant ça, en fait, c'est la question du temps. Je sais pas de ton expérience, mais forcément, moi, je vois, ça me prend un temps, énorme que d'écouter, l'équipe, le collectif. En fait, je dirais que c'est pas le plus gros du travail, mais quand même, enfin, c'est quand même une vraie intention, mais ouais, c'est de l'énergie quand même. Mais ça crée quelque chose de très robuste, de profondément solide en fait derrière, qui fait que évidemment quand on est dans une entreprise, il y a cette idée de résilience aussi, et que quand la base est ultra robuste, solide, grâce à cette écoute, on a l'impression qu'on a pris beaucoup de temps, mais au final, c'est beaucoup de temps gagné quand il faut réajuster. Voilà, je ne sais pas si ça fait écho pour toi, mais j'apprends ça en ce moment et c'est assez joli de voir ça. Oui, oui, c'est très vrai. C'est très vrai et je dirais que effectivement, le temps, c'est vraiment l'un des défis hein, de toujours garder le lien humain au centre. Prendre le temps est un vrai défi. Mais moi, je dis souvent que, et là, je parle aux entrepreneurs éventuels dans la salle ou les personnes qui vraiment voilà, ont des sujets avec le temps et ont besoin d'avoir quelque chose qui les convainc. C'est, en fait, pour moi, c'est un investissement. C'est-à-dire que oui, c'est du temps que tu passes, mais c'est un investissement parce que, exactement, comme tu le dis, en fait, ça permet de solidifier une équipe sur le long terme et de bien se connaître, de bien se comprendre et donc d'avoir une facilité, une agilité quelque part d'équipe. Et ça, c'est L'agilité, très, c'est très, joli très ça. précieux. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que alors, c'est peut-être pas le cas dans toutes les équipes. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, mais globalement, ça nourrit. Enfin, moi, je sais que mon rôle est parfois très solitaire et ça me fait du bien de travailler en équipe. Ça me fait du bien d'avoir des moments où, oui, je vais être à l'écoute, je vais accompagner, je vais devoir décider. Mais en fait, le fait d'être en lien est extrêmement aidant et nourrit beaucoup. Donc, c'est aussi du donnant-donnant quelque part. Et je crois aussi, mon avis, c'est inévitable, mais on ne fait rien seul. Enfin, ensemble, on fait beaucoup plus que ce qu'on peut faire seul. C'est aussi essentiel de travailler en collectif. C'est ce que tu disais justement au début. Oui, merci, merci, merci de... On va avancer. Je te propose d'avancer sur notre troisième sujet, même si tu as encore mille trucs à dire sur ce qu'on vient de partager. C'est un des piliers aussi de ce que je comprends de MU Médecine et de la formation. Et en même temps, c'est un défi pour donc à la fois le corps médical, mais j'ai envie de dire un défi pour nous tous peut-être, toutes les personnes qui accompagnons. Comment prendre soin de soi en prenant soin des autres? Et justement, toutes les questions de potentielle fatigue, épuisement, on a mis le mot de burn-out. Et puis ce mot qu'on aime bien aussi évoquer, mais qui semble un concept un peu idéaliste, d'équilibre. Déjà, à titre personnel, moi je suis curieuse, en fait, comment est-ce que tu fais toi Chloé, pour recharger tes batteries quand tu donnes beaucoup aux autres?
Bon, déjà, je crois que on a tous des prédispositions. Moi, je suis, j'ai jamais été diagnostiquée, étiquetée. Ma mère n'était pas du tout à me faire des tests. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu rentrer dans ces spectres d'eau potentiel ou HPI, enfin voilà, tous ces spectres. Et ça fait que très jeune, en fait, j'ai eu quand même une hypersensibilité très forte. Donc, très tôt, j'ai dû être, quand je dis très tôt, c'est vraiment depuis l'enfance, hein, je pense. J'ai dû trouver une manière on parle de compensation, hein, c'est comme ça que ça se passe, de compenser et d'être, et quand même de me réguler, tu vois. Donc ça a été très tôt par la danse. J'ai beaucoup dansé quand j'étais petite, jusqu'à mes 18 ans à peu près. Et à faire, tu vois, 5 heures de danse par semaine, c'était important. Ça prenait de l'espace dans ma vie, mais en fait, ça a été mon espace de ressources fondamentales. Et en fait, plus tard et aujourd'hui, je me rends compte que c'était une sorte de méditation, en quelque sorte. Et puis, pendant les études de médecine, l'hyperstimulation que ce soit parce que j'étais en relation avec les gens, que ce soit parce qu'il y avait une hyperstimulation au stress liée aux études et à la compétitivité aussi que ça demandait, ben, je me suis mise à méditer. Donc, tu vois, très tôt, voilà, j'avais une vingtaine d'années. Et je dirais qu'aujourd'hui, vraiment, c'est mon socle de ressources qui devient un vrai besoin. Alors c'est quelque chose que j'aime hein, fondamentalement, qui me nourrit profondément, mais je vois quand je lâche, par exemple cet été j'ai peu médité, eh bien mon système nerveux a du mal à réguler, voilà, a du mal à s'apaiser. Donc voilà, ma plus grande ressource, je dirais que c'est ça. Mais pas que, parce qu'il peut y avoir un vice avec la méditation, c'est que ça peut nous permettre d'être plus productives, en quelque sorte. C'est-à-dire que comme ça régule très bien, derrière, eh bien, en fait, on a une espèce de puissance aussi, en quelque sorte. Et donc, ces dernières années, j'ai vraiment eu besoin et en fait, c'est vraiment l'élan de la rentrée. Donc, cette question tombe à pic, c'est d'avoir des espèces de vide, en fait. J'ai une vie qui est quand même active et j'ai vraiment besoin de ralentir. Donc, ma plus grande ressource aujourd'hui, c'est de me contraindre, parce que pour l'instant, ça reste quand même une contrainte, à mettre une journée, toutes les semaines, c'est difficile, mais tous les 15 jours, de vide. C'est-à-dire une journée où je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas les enfants, je ne sais pas forcément ce que je vais faire. Parce que ça, c'est aussi chouette de me dire, OK, j'ai une journée où je me laisse vivre dans ma spontanéité. Et je crois que c'est ma plus grande ressource. En tout cas, là, ça devient vraiment important. Et puis ensuite, quand même, ça reste le soin du corps. Je sais pas quel est ton rapport au corps, mais moi, pendant longtemps, j'étais très cérébrale quand même. Et même si, tu vois, j'ai beaucoup dansé, j'ai peu pris soin de mon corps physique, en fait, de mes muscles, de ma peau, de cette machine, en fait, tu vois, qui me porte. Bon, et je t'avoue que quand même, la quarantaine de l'année a aussi mis un petit coucou. Mais c'est vrai, j'ai un corps dont je dois prendre vraiment soin. Et donc, voilà, je crée des espaces de marche, des espaces d'activité physique. C'est pas quelque chose d'inné chez moi. Je suis pas une sportive dans l'âme, tu vois. Il y a des gens qui adorent, voilà. Donc, c'est une gymnastique, mais qui est aussi une présence voilà, un développement de la présence à mon corps. Donc, voilà, je dirais que c'est un peu un mix de la pratique, du vide, donc du ralentissement et du lien au corps. Ouais. Mais j'enlève tous les... Enfin, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de donner comme ça des recettes parce qu'il y a quelque chose qui change aussi ouais, tous les ans en fonction de nos besoins, de ce qu'on traverse, de nos histoires, tu vois. Donc, là, j'ai un patient, je partage ça parce que peut-être que ça peut résonner, mais j'ai un patient hier qui est venu me voir et qui avait mis en place une routine hyper drastique en quelque sorte, avec, tu sais, un régime cétogène, donc vraiment très strict, de l'activité physique. Et bon, c'est super en soi, mais c'était tellement rigide qu'il y avait plus d'espace pour respirer, en fait, dans cette routine bien-être en quelque sorte.
et donc peut-être que dans notre échange, juste si ça peut rester comme trace de dire, bah, ok, respirer, trouver ce qui est faisable et ce qui donne de la vitalité et ne prend pas de vitalité, quoi, parce que sinon ça n'a pas d'objet. Ouais. Et Voilà. c'est très juste, pas se rajouter encore des injonctions en plus de toutes les injonctions. Et en même temps, c'est aussi par l'expérience, tester voilà, des façons de faire qu'on peut trouver ce qui nous fait du bien en ce moment, qui sera peut-être différent l'année prochaine, dans 5 ans. Et juste, j'ai une question, parce que ça intéressera peut-être d'autres personnes, même si, attention, ça n'est pas une règle à appliquer, mais tu médites combien de temps quand tu médites? Alors, moi, il y a plusieurs espaces. Les espaces du quotidien, c'est une vingtaine de minutes. Voilà. Alors, je médite en silence aujourd'hui. Je mets un gong, enfin, le timer, quoi, mais je mets pas d'enregistrement. Et après, ça c'est un peu, on disait, un de mes enseignants nous avait rappelé qu'on était un peu fainéant en tant qu'instructeur, et c'est vrai. C'est-à-dire que quand même, j'anime beaucoup d'espaces dans lesquels la méditation est au centre, et du coup, je médite en même temps, en quelque sorte, parce que quand je viens guider une pratique, je suis extrêmement dans l'instant, extrêmement reliée voilà, à mes sensations, aux sensations et à ce qui est présent. Donc je triche un peu dans ces temps de pratique et d'ailleurs ça m'arrive même de dire, allez, je lance un programme parce que là je sens que j'ai moi aussi besoin de m'asseoir, tu vois, avec plus de régularité. Et donc les personnes me donnent ce cadre aussi de pratique, voilà. Et ensuite, une fois par an, une ou deux fois par an, je pars en retraite. Alors avec des retraites différentes, mais où la méditation est au cœur. Voilà. Et c'est une des choses qui nous lie, cette méditation, puisque finalement, je la pratique un peu comme toi, au quotidien, 20 ou 30 minutes en fonction des besoins du moment et puis du temps que j'ai. Mais finalement, ça me fait sourire parce que j'anime des méditations dans mes accompagnements. Alors, c'est pas le cœur de l'accompagnement, mais disons que c'est proposé pour allier le travail très finalement mental, émotionnel qu'on fait, apporter une connexion au corps et un ancrage. Et donc, moi aussi, je médite souvent au moment où je guide des méditations. Ça me fait du bien et ça me rappelle que c'est bien aussi de s'asseoir sur son coussin régulièrement. Moi, ça a été vraiment une rencontre dans ma vie qui m'a permis de cultiver la présence. Et je pense que c'est un vrai cadeau pour moi qui était toujours, toujours dans l'après. Je n'étais pas dans le passé, j'étais dans Mm. l'après. Qu'est-ce que je vais faire après? Et après, et après, et après. C'est vrai que pour prendre soin des autres, tu as besoin en fait d'être présente. Et moi, j'avais énormément de mal à être Bien dans la sûr. présence. Donc, la méditation, c'est vraiment ça que ça m'a apporté. C'est être là, là où je suis et nulle part ailleurs. Et aussi beaucoup de compassion, comprendre que mon cerveau est toujours à droite, à gauche, qu'il réfléchit beaucoup, et là où je m'en voulais avant. Et c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans mes accompagnements. C'est pour ça que je le mentionne. Je m'en voulais, tu vois, de pas réussir à me poser, de finalement avoir du mal à prendre soin de moi. Alors Oui, que, c'est ça. alors que prendre soin des autres, c'était évident. Et finalement, j'ai aussi appris à mieux comprendre, ok, mais en observant comment je fonctionne, à mieux me comprendre et à juste à accepter que c'est comme ça et que c'est pas parce que mon cerveau fuse dans tous les sens que je peux pas m'asseoir en fait à un moment ou aller marcher ou faire du sport et que ça peut fonctionner avec. C'est pas grave. Donc pour toutes les personnes qui se reconnaissent et qui ont parfois du mal en fait, s'arrêter un instant, à prendre soin d'elle. Il n'y a pas besoin de changer, de se transformer pour le faire, en fait. C'est peut-être saisir la chose la plus évidente qui vous vient, le truc qui vous donne le plus envie. Est-ce que c'est d'aller s'asseoir au pied d'un arbre, aller marcher si vous avez un chien et le promener, ou aller faire du sport et vous amuser à faire quelque chose qui vous plaît.
Est-ce que tu as déjà vécu un moment d'épuisement? Oui, bien sûr. J'ai vécu un gros moment d'épuisement, alors pas sous la forme de burn-out. Et d'ailleurs, ça a été compliqué pour moi parce que on parle beaucoup du burn-out, mais on parle beaucoup moins de ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle ou le traumatisme vicariant dans notre langage. C'est-à-dire comment en fait on peut être épuisé par cet espace de compassion dont on a parlé. C'est-à-dire comment les liens à la vulnérabilité des autres en fait diffusent sur nous et créent en fait un traumatisme, un état de stress post-traumatique en fait. Donc moi j'ai vécu ça il y a 7 ans, 7 ou 8 ans, à l'hôpital pendant mon clinica où enfin, c'est toujours multifactoriel en fait. Ce sont des espaces dans lesquels, en fait, très souvent, le lien à nos besoins et à notre régulation n'est plus possible. Et donc, c'est souvent multifactoriel et c'est ça qui est difficile. Moi, c'était d'une part parce que je rentrais de mon congé maternité de ma deuxième fille et on minimise, mais voilà, j'avais dû reprendre le travail, tu sais, à 2 mois et demi, 3 mois, enfin voilà. Et aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, quelle folie, quoi. J'étais très vulnérable. Un hôpital, c'est une entreprise, hein. Il faut aussi se rendre compte de ça. Le contexte, j'étais dans un service qui allait très très mal à l'époque, qui était en pleine restructuration et dans lesquels nos tâches en tant que chef de clinique à l'époque étaient décuplées. Enfin, vraiment, on travaillait beaucoup et on avait énormément de responsabilités. Donc, il y a eu comme ça une association de raisons. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps. Je crois que j'ai mis 6 ans, donc c'est quand même long à me rendre compte que j'avais entamé un processus de rétablissement, tu vois, derrière, qui m'avait demandé un pas de côté, c'est-à-dire que j'ai eu besoin de quitter l'hôpital quand même. Je sentais que, en fait, je prenais tu sais, des chemins de traverse, mais j'allais pas vraiment voir la raison pour laquelle je prenais des chemins de traverse. Donc en effet, j'ai fait un doctorat parce que j'avais envie de faire ce doctorat, mais bon, la réalité, c'est que en même temps, j'étais pas là où j'aurais dû, tu vois, être là. Et donc, il y a eu plein de circonstances comme ça, et j'arrivais pas vraiment à soigner, en fait, à accompagner les gens. C'est-à-dire que je sentais qu'à chaque fois, tu vois, je faisais des remplacements. Donc, quand tu fais des remplacements, tu as toujours une porte de sortie, tu vois, en quelque sorte. Je m'engageais pas vraiment, en fait. Et ça a duré donc presque 6 ans, jusqu'à ce qu'en fait je vois ce mot de fatigue compassionnelle apparaître. Et là, ça a été extraordinaire parce que je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, juste, il y a des mots qui définissent ce que j'ai vécu, c'est ok. Je sais que bon bah en fait c'est partagé par plein de monde. J'ai extrêmement bien suivi mon instinct de processus de réconciliation. Aujourd'hui, je vais bien, je suis en capacité de retourner en relation avec les gens, mais j'ai quand même une vigilance. Et voilà, ça a été le gros, on va dire mon plus gros espace ouais, d'atteinte de ma santé mentale, en tout cas en lien avec le travail. Mais je crois qu'en fait, ce sont des questions aujourd'hui qui nous touchent pour beaucoup, quoi. Voilà. Et de plus en plus, je pense. Après, en fait, c'est assez terrible, mais je crois que j'ai un très bon sens de, tu sais, ce truc intérieur qui dit warning, genre attention, danger. Et même trop. Et du coup, je n'ai pas été, en fait, je pense, jusqu'au burn-out ou jusqu'à cet épuisement où rien ne fonctionne parce que ce sens du danger m'a aidé à me dire, OK, sors de là, quoi. Tu vois, là, tu es dans un espace. Mais par contre, je suis en lien avec énormément de personnes qui ont vécu des burn-out. Et ce qui me terrifie aujourd'hui, c'est que je prends conscience du besoin du temps de rétablissement, tu vois, et qu'en fait, sans ce temps-là, il n'y a pas de rétablissement en fait sain, et que comme on est un peu opprimé ou compressé par la rapidité de sortir de cet espace, on n'est pas dans une réconciliation saine. Donc voilà, donc j'invite vraiment les gens à, ils le peuvent, à prendre ce temps, quoi, et que les politiques aussi soutiennent cette démarche du temps du rétablissement, Et que c'est OK, en fait, et que c'est OK. d'avoir besoin de temps. Mm. Je Mais tu partage dois en totalement ce rencontrer regard. beaucoup aussi de ton côté. Oui, 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 beaucoup.
beaucoup à la fois dans les femmes qu'on accompagne, mais finalement beaucoup dans la vie tout court. Et je crois que ça, ça rejoint cette question de la société qui fait un burn-out. Mais moi, j'ai commencé ma carrière par un burn-out, donc il fallait quand même le faire. Bon, lors de mon deuxième poste, j'étais toute jeune et j'ai eu la chance qu'à l'époque, comme j'étais toute jeune et que j'étais en plus en train de faire un chagrin d'amour, j'étais très en contact avec ma mère qui me soutenait. Et en fait, j'avais une situation très compliquée au travail qui m'a amenée au trop-plein et à l'épuisement. Et en fait, j'ai eu de la chance qu'elle me dise, mais ça suffit, arrête-toi. Parce que je pense que seule, je l'aurais jamais, j'étais trop jeune pour avoir conscience, je l'aurais jamais fait en fait. C'était trop éloigné de ma vision de la bonne élève qui a un très bon poste et qui veut réussir, etc. et qui prend sur elle. Donc j'ai eu cette chance que du coup, le temps finalement ne soit pas si long. J'ai carrément coupé parce que non seulement je suis partie, mais je suis aussi partie en voyage seule, en sac à dos pendant plusieurs mois avant de revenir à la vie professionnelle d'avant. Et donc d'ailleurs dans une nouvelle entreprise ensuite. Donc et j'étais vraiment en forme pour le faire. Donc j'ai eu cette chance. Mais quelque part, cette expérience m'a apporté le fait que bah, les warnings s'allument là où c'était pas le cas avant. Les warnings s'allument et ils se sont allumés plusieurs fois depuis, notamment dans ma vie d'entrepreneur, parce qu'on parle beaucoup des burn-out dans les structures, mais en fait aussi quand on entreprend et même quand on est seul, on peut être capable de se mettre seul en burn-out. Ça arrive. Ça m'a permis voilà, de jauger et les périodes où c'était trop, il m'est arrivé de ne pas travailler pendant quelques semaines pour voilà, me reposer et puis reprendre sur des bases solides. Euh, mais j'observe, et j'observe avec, quelque part avec tristesse, que dans ces 7 ans et demi d'accompagnement, je n'ai jamais autant entendu parler de burn-out qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une Oui. très, très grande partie des femmes qu'on accompagne ne viennent pas pour ce sujet-là, mais dans leur histoire professionnelle, ont un moment traversé un burn-out ou alors arrivent avant que ce soit le cas parce que tous les warnings se sont allumés et qu'elles se disent non, mais en fait, on va l'éviter. Et ça, c'est beaucoup plus fort qu'il y a 5 ans, tu vois. Donc, enfin, moi, ça m'inquiète. Et en même temps, je me dis, bon, bah, c'est bien aussi d'apporter des éclairages et des pratiques qui peuvent justement nous aider à la fois à identifier quand ça arrive, mais aussi à ne pas y arriver et à se Mm. préserver. Bien sûr. Mm. Chloé, franchement, cette conversation, c'est un tel plaisir et j'aimerais qu'elle puisse se poursuivre, mais le temps file. Alors, ce que je te propose maintenant, peut-être, c'est de nous en dire plus sur comment on peut te trouver pour toutes les femmes médecins et peut-être les hommes médecins qui nous écoutent ou qui sont des professionnels de santé qui aimeraient en savoir plus sur Mu Médecine, comment faire. Et puis, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un livre très important qui sort bientôt que je bouillonne de lire. Donc, j'aimerais aussi que tu nous en dises un mot. Ouais, bah, c'est assez facile. Donc, soit, moi, j'ai un site qui s'appelle chloébrami.com, qui est tout neuf. J'ai pris voilà, j'avais besoin d'épurer et de réunir. Donc, ça, c'est très simple. Et puis, bien sûr, sur ce site, vous trouverez le lien avec MuMédecine où vous pouvez directement aller, sur mumédecine.org. On sort un livre le 2 octobre et merci de le rappeler quand même dans l'actualité, qui est pas des moindres, coécrit avec Christophe André et Violaine Forissier. C'est un livre compagnon qui parle du cancer. C'était assez important dans la temporalité de revenir, on va dire, aux bases et donc à l'expérience en cancérologie, que ce soit en tant que médecin, mais aussi en tant que patient, puisque Christophe parle en tant que patient aussi, et en tant qu'aidant. Moi, j'ai été aidante cette année, j'ai perdu ma mère d'un cancer, et du coup, dans ce livre, on a eu à la fois envie de donner des choses très concrètes aux personnes touchées par le cancer directement ou à leurs proches. Donc vraiment, il y a du concret.
mais aussi à ramener de la vulnérabilité en fait dans nos histoires. Donc on va forcément parler de santé mentale, dont on a parlé là, d'expériences vécues, de de relations humaines. Et je crois que le cancer en fait est un révélateur de ce qui se joue de manière beaucoup plus systémique. Donc c'est un livre qui parle du cancer, mais pas que. Et vraiment, voilà, moi j'ai hâte d'avoir vos retours, donc allez-y quoi. Et faites-nous vos retours. Ouais, merci Jenny de le rappeler dans l'échange. Bah non, merci à toi. Moi, je pense que c'est un livre nécessaire et j'ai vraiment hâte de le lire et peut-être aussi de l'offrir. Donc je me réjouis de cette sortie. Merci infiniment, Chloé, d'avoir été là. Et pour toutes les personnes qui peut-être écouteront ce podcast et n'ont jamais écouté Sensé auparavant, si vous vous voulez en savoir plus sur le coaching des femmes leaders et sur Coach Happy, rendez-vous sur jennychamas.com. C'est très facile et vous aurez là toutes les informations. Et puis, je vous encourage à écouter d'autres épisodes du podcast, puisque le podcast, c'est aussi et surtout des épisodes de coaching au service du leadership des femmes sur des formats courts, donc un peu différents de celui d'aujourd'hui. Merci pour cet Merci échange, beaucoup. Chloé. Et puis, à bientôt. Et bien entendu, vous trouverez les liens des sites du livre qu'on a évoqué en description de l'épisode. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial pour toutes celles qui sont accros au rush.